parler à des enfants de 5 ans de verges et de vulves, moi ça me pose un peu question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur apprendre si tôt cette sexualité ? Moi je trouve que c'est bête de parler à des enfants comme à des débiles. Y a rien de sale dans le mot vulve. C'est quoi, toi, ta réponse si ton petit garçon un jour te dit maman, je me sens fille, je me sens pas garçon, tu vas faire quoi ? Pour la tolérance, en revanche, je veux pas qu'on apprenne à mon enfant que c'est normal d'être dans la transidentité. Est-ce que chez toi on t'a parlé de plaisir, de consentement, de prévention, même de pornographie ? C'est le sujet de cette vidéo avec Louise Maurice et Bastos. Éducation sexuelle à l'école, silence des familles, place du porno, poids de la culture. Dans cette vidéo, Bastos et Louise confrontent deux visions de ce que devrait être ou ne pas être l'éducation à la sexualité. Et toi, comment t'aurais aimé qu'on t'en parle ? D'ailleurs, pour ce débat, c'est pas moi qui le présente ni un autre fondateur du Crayon, c'est Mathilde, que vous avez peut-être pu voir dans certaines vidéos, comme Rémi Gaillard ou les vidéos de FAQ, qui a posé les questions à nos invités. Bonne vidéo. Je suis hétéro-curieux. Non. Non. Je suis féministe. Oui. Non. Le sexe, c'est d'abord pour faire des enfants. Oui. Biologiquement, oui, mais pas seulement. Je me suis déjà interrogée sur mon orientation sexuelle. Oui. Un peu, quand j'étais adolescente, ouais. Hello, je suis Bastos, je suis streamer, youtubeur, créateur de contenu en général. Le respect de l'autre est primordial. Bah oui. Oui. La sexualité et la politique sont forcément liées. Non. La sexualité est politique, selon moi, ouais. La société est hypersexualisée. Oui. Je suis à l'aise avec mon corps. Ça dépend. Alors, je suis Louise Maurice, j'ai 24 ans et je suis journaliste politique aux médias Frontières. Je n'ai aucun tabou. Oui, je n'ai aucun tabou. Vrai. Vrai. Il n'a jamais été aussi facile de faire des rencontres. Faux. Je parle de sexe avec mes amis. Vrai. Oui. Le couple traditionnel est dépassé. Faux. Faux, il devrait être d'ailleurs remis au cœur de la société. Je me rappelle de toutes les personnes avec qui j'ai eu une relation sexuelle. Malheureusement, faux. Vrai. La sexualité est devenue un produit de consommation. Vrai. Vrai. Les applis de rencontre ont tué la séduction. Faux. Discutable. Les relations sont en danger. Faux. Vrai. Toute relation d'ailleurs. Dans mes pratiques sexuelles, tout est permis. Vrai. Faux. Être prude aujourd'hui, c'est plus rebelle que d'être débridé. Vrai. Ouais, vrai. On critique plus le corps des femmes. Vrai. Vrai. Le travail du sexe est un vrai travail. Vrai. C'est une marchandisation, donc oui, c'est devenu un travail, mais c'est pas quelque chose de normal. La violence sexuelle est banalisée. Vrai. Oui, vrai. Aujourd'hui, on vit dans une société où on peut voir une femme en string sur un panneau publicitaire dans la rue, trouver ça normal ou alors dire que c'est une prostituée. Et à l'inverse, une femme qui dit « j'attends le mariage » se fait traiter de coincée ou alors peut être très respectée pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des normes dans la sexualité ? Moi, je trouve qu'on peut voir aussi un homme en string sur un panneau publicitaire aujourd'hui et je suis pas sûr que ça choque plus tout le monde. Ça en choque aussi. Justement, je trouve que ça évolue plutôt positivement dans ce domaine-là. Au moins sur un domaine d'égalité entre les sexes. J'attends pas grand-chose autre que une belle discussion, un beau débat. La personne avec qui je vais m'entretenir a l'air de s'y connaître dans le domaine. Moi, disons que j'ai mes avis, mes positions, mes opinions. Je suis pas un spécialiste, mais ça m'intéresse de discuter sur le sujet. Il y a une désacralisation des corps, de manière générale, hommes et femmes, selon moi. En fait, je me suis dit aussi, quand je regardais un peu dernièrement tes vidéos pour réapprendre à connaître un petit peu ton t'as travail. préparé. Ouais, un petit peu. Je pense que c'est intéressant aussi de s'opposer à des personnes où, au premier abord, on pourrait imaginer qu'on n'est pas forcément d'accord. Moi, je connais un petit peu le travail de Bastos et j'imagine qu'on pourrait finalement avoir des points d'accord sur certaines discussions. Maintenant, c'est vrai que je pense que tu es aussi la victime de cette instrumentalisation du corps, cette banalisation de la sexualisation des corps aussi. Sur les réseaux sociaux énormément. Je pense qu'on y reviendra aussi, mais tout ce qui est télé-réalité, je pense que ça a beaucoup contribué à tout ça. J'en ai aussi consommé de la télé-réalité, je vais pas faire semblant que... Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas un progrès en tant que tel, et qu'au contraire, ça laisse des portes ouvertes à certaines choses qui sont donc... contre le respect du corps, contre le respect de la femme, de l'homme également, puisque on le sait, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de certains abus. Et moi, ça m'inquiète un peu. En fait, le terme progrès n'est pas du tout adapté à la manière dont aujourd'hui on voit les corps surexposés dans la société, sur des panneaux publicitaires, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Enfin, en fait, aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, moi-même, mon algorithme me propose des femmes avec des seins énormes, des fesses énormes, des décolletés qui bougent dans tous les sens. Et
je l'ai pas demandé, mais ça m'est exposé. Ça me fait aussi complexer parfois. Et je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que et je pense que tout comme ça fait complexer certains hommes de voir peut-être des hommes extrêmement musclés, parfaits, bodybuildés, le teint nickel. Genre moi, quoi. Ouais, exactement. et donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais Moi, déjà, je vois un truc avec lequel je suis pas du tout d'accord, c'est cette vision du corps, comme tu le dis, même sacré. Pour moi, le corps, c'est quelque chose de superficiel. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est une régression dans un sens d'attacher autant d'importance à quelque chose de superficiel. Pour moi, le corps et la sexualité sont des choses qui sont secondaires. Ce qui compte, c'est ton esprit, c'est ton éducation, c'est ton instruction, c'est tes valeurs. Pour moi, le corps est superficiel, donc n'a pas une si grande importance. Moi, dans mon rapport à la sexualité, je suis plutôt quelqu'un de libre. C'est public, tout le monde le sait, et transparent. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à raconter des expériences, des anecdotes, et puis parfois essayer d'en tirer des leçons. Moi, autour de la sexualité, j'ai surtout créé du divertissement, un peu d'éducation et d'information. J'ai beaucoup travaillé avec l'industrie du porno, mais en format un peu plus documentaire fun. J'ai filmé les backstage, etc. La sexualité, c'est un sujet qui revient souvent sur ma chaîne YouTube, qui revient souvent dans les sujets que j'aborde sur Twitch. Voilà à peu près le rapport que j'ai. Personnellement, et c'est peut-être dû à mon sexe, peut-être dû à mon éducation, je me sens pas complexé quand je vois un mec bodybuildé, et j'estime pas forcément une femme qui accorde autant d'importance à son physique, enfin de l'importance à son physique au point de vouloir le modifier, de vouloir se siliconer les seins, de vouloir rien que faire du sport tous les jours. Si le but est de s'entretenir physiquement et de consacrer un temps si infini à son apparence physique, je trouve ça extrêmement superficiel. Le corps, je trouve ça aussi superficiel que les vêtements. Et donc, y attacher une valeur sacrée, comme tu peux le dire, c'est quelque chose que moi, je comprends pas forcément. Après, tout rattacher systématiquement à la sexualité, au désir du corps, je veux dire, le désir charnel, pour moi, est quelque chose d'extrêmement superficiel, quasi secondaire, quasi méprisable, quoi. Et oui, je trouve que c'est une régression d'avoir une société si sexualisée, justement parce que le corps est superficiel. Ouais, c'est intéressant de voir ça. Après, je pense que y a le biais spirituel qui rentre beaucoup en jeu. Moi, je suis croyante. Ce qui fait qu'effectivement, ça a un rapport aussi au corps qui est différent, je pense, et qui sera forcément différent l'un de l'autre. Et moi, c'est vrai que pour moi, j'attache quelque chose de très sacré au corps, aussi à l'esprit, à ce qu'on en fait, à ce qu'on fait de ce corps, même dans notre comportement, hein, dans notre rapport aux autres. Je parle pas forcément d'ailleurs de sexualité, c'est la manière dont on parle, la manière dont on va s'approcher des gens, de la manière dont on va respecter les autres, notre ouverture d'esprit aussi. Je trouve que ça, c'est un peu oublié. Ouais, moi, je juge absolument pas les personnes qui le font. Ça peut être interprété peut-être un peu comme une forme de jugement de ma part, mais c'est pas ça que je veux transmettre. C'est simplement que j'ai un peu la crainte du public aussi qui va voir ça. Qui est un public très jeune en réalité. Alors, je suis catholique par exemple, je trouve que c'est important aussi de le prendre en compte, mais j'ai pas eu cette éducation autour de la religion. En revanche, j'étais totalement à l'opposé de tout ça, j'étais plutôt à gauche d'ailleurs, et je me voulais un peu plus progressiste que les autres, que mon entourage. J'ai évolué, je me suis aussi beaucoup informée sur tous ces sujets-là, et j'ai compris que j'étais un peu la victime d'une société qui déconstruit tous les rapports entre les hommes, les femmes, le rapport à l'enfant également, à la sexualité, et finalement l'impression d'être un produit de marchandise. Pour des enfants qui sont exposés à ça de plus en plus jeunes, avec de moins en moins de contrôle, puisqu'il y a certains parents qui n'ont pas la possibilité, pas le temps, parce qu'ils vont au travail, parce que leurs enfants... moi-même, quand je regardais de la télé-réalité, je savais que j'avais pas le droit, mais j'attendais que mes parents rentrent, et quand je les entendais rentrer, hop, j'éteignais la télé, puisque je savais que c'était pas bien de regarder ça. J'étais très jeune, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus sexualisé, et les enfants regardent de plus en plus ça, et c'est plutôt ça que je critique, plutôt que la manière dont chacun fonctionne et travaille avec son corps. Je vous arrête un instant, si vous êtes jusqu'ici, c'est que la vidéo vous plaît. Dans ce cas-là, pensez bien à vous abonner, c'est hyper important pour nous soutenir et pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Bonne vidéo. Dans l'éducation,
je suis d'accord avec toi que, encore une fois, par rapport à ce côté extrêmement superficiel de la sexualité, de l'apparence physique, du corps, des vêtements même en général, de la manière de s'apprêter, je pense pas que ce soit bon pour les enfants. Moi, par exemple, j'ai des neveux et nièces aujourd'hui et je regrette de devoir à Noël leur acheter des habits. Je trouve que les faire se concentrer sur leur apparence aussi jeune, je trouve ça extrêmement superficiel et malheureux. Et je préférerais les faire se concentrer sur autre chose. Maintenant, j'essaye aussi de leur faire plaisir et leurs parents les éduquent comme ils l'entendent. Mais vouloir contrôler ça et le limiter, je pense que c'est infantiliser les parents, d'une certaine manière. Les parents devraient comprendre le fait que c'est pas idéal de concentrer son enfant sur des choses aussi superficielles. Je veux dire, vouloir t'empêcher quand tu étais petite de regarder la télé-réalité, c'est infantiliser tes parents. Moi, mes neveux et nièces n'ont pas accès aux écrans. Voilà, c'est bon, ils sont jeunes encore, mais si tes parents décident pendant ton éducation de t'empêcher de voir ces choses-là et de te convaincre, de te faire comprendre que c'est pas estimable, que c'est pas bon pour toi et qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que ça, je pense que tu auras une construction de toi qui sera meilleure. Sur l'éducation des enfants, pour ma part, je pense que j'éviterais les écrans. Pour mes enfants, même je leur interdirais certainement tout écran. Ce qui sera compliqué, c'est mon rapport aux écrans au moment où moi j'aurai des enfants plutôt. Et c'est pas facile aujourd'hui de ne plus vivre avec les écrans. Moi personnellement, c'est mon travail aussi de travailler sur les réseaux sociaux. Je suis en vidéo constamment, tous les matins. Ça reste permanent. Les écrans absorbent l'esprit de tout le monde, pas que des enfants, de nous-mêmes. Moi la première. Les temps d'écran sont terrifiants. Je sais pas pour toi à quel point c'est. C'est quand même assez... moi, ça m'inquiète. J'essaie de déconnecter au maximum quand j'ai des vacances. Et je donne beaucoup l'excuse de oui, mais c'est pour le travail. C'est beaucoup aussi faux. C'est aussi l'algorithme qui nous dévore. Et ce qui nous est proposé dans cet algorithme, et ce qui est proposé aux enfants dans cet algorithme, puisqu'ils ont des téléphones aujourd'hui dès la primaire pour certains. Je vais pas dire la majorité parce que j'ai pas de chiffres, mais je sais qu'il y en a de plus en plus. Et même s'ils n'ont pas leur propre écran, ils ont une tablette très jeune. Même si les parents regardent, on voit aussi les déviances. Le YouTube Kids a démontré, on l'a vu, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées, qu'il y avait beaucoup de contenu qui était en fait sexuel, qui était proposé sur le YouTube Kids avec des dessins animés qui étaient en fait des scènes de sexe, quoi, clairement. On parle pour Disney aussi. Hein. Ouais, pour Disney également. Et c'est inquiétant puisque les parents n'ont plus suffisamment ce regard, je pense, parce que ils sont dépassés par le temps et parce qu'ils banalisent aussi le temps passé sur les écrans. Et puis ils se disent, bah oui, mais quand il va grandir, il va être déconnecté, en fait, mon enfant, parce que tous les autres enfants auront un écran et pas lui. Bah oui, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut se dire, c'est que les autres enfants ne sont pas dans la normale. Ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. De la réalité. Ils sont déconnectés. Moi, j'ai envie de voir des enfants qui aillent construire des cabanes, en fait, dans la forêt. Alors, en ville, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent avoir leurs enfants en ville parce que le travail, la proximité, je l'entends. Mais ils n'ont pas le choix aussi. Il n'y a pas le choix pour certains et je le comprends. Mais il y a tellement d'activités qui existent et je pense qu'il faut aussi que les parents se reconnectent avec leurs enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas les personnes dont tu fais partie avec l'influence, etc., qu'il faut condamner. C'est les parents qui ne savent pas suffisamment discuter et apprendre à leurs enfants à faire la différence entre ce qu'ils voient sur les écrans et la réalité. Tout comme le porno. C'est une vraie question aujourd'hui dont on ne parle pas suffisamment. La pornographie, actuellement, c'est pour moi un problème. Mais ce problème existe parce que les parents ne savent pas parler à leurs enfants de sexualité. Ils n'apprennent pas à parler à leurs enfants de sexualité. Alors que s'ils étaient suffisamment bien sur leur téléphone et s'ils utilisaient correctement les réseaux sociaux, ils découvriraient aussi des comptes Instagram de maman, de papa qui créent du contenu pour dire voilà comment parler de sexualité, voilà comment faire pour leur faire comprendre que ça, on n'y touche pas. Ça, on n'a pas le droit de te toucher la poitrine, on n'a pas le droit de te faire ça ou autre. On n'en parle plus, ce qui crée aussi problème avec tout ce qui est consentement, agression sexuelle, intrafamiliale également. Je parle pas seulement de l'agression de rue, puisque ça, c'est des choses qui arrivent un peu plus tard, malheureusement, et heureusement pour les enfants.
Mais effectivement, je pense qu'il faut réinstaller la discussion et l'éducation au cœur du socle familial et ne pas se dire « Oh, ils vont apprendre ça à l'école », parce que c'est faux, surtout qu'aujourd'hui, on sait que l'éducation nationale est complètement grignotée, si ce n'est pas déjà dévorée par une idéologie woke, qui pour moi est très inquiétante sur certaines parties, et je pense que tu réagiras peut-être après, mais pour moi, de parler à des enfants de 5 ans de verge et de vulve, plutôt que de simplement employer les mêmes mots qu'on a appris quand on était petit, zizi, zouzoute, tout ce qu'on peut entendre, moi, ça me pose un peu question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur apprendre si tôt cette sexualité et si brutalement, plutôt que de rester sur le cadre qu'on avait avant et simplement peut-être plus parler, apprendre aux parents à éduquer leurs enfants simplement. Je pense qu'il y a énormément de tabous et je le comprends, je l'entends. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'accepte cet échange, c'est parce que ça permet de montrer que on peut encore discuter de tous ces tabous. Et d'ailleurs, il faut discuter. J'invite toutes les personnes à ne pas se brider, à ne pas casser les relations amicales aussi pour certaines raisons. On a parfois des désaccords. En revanche, je trouve que c'est important de recentrer le sujet, de remettre la famille, les relations humaines et relations de couple aussi au cœur des débats et de ne pas normaliser certains comportements qui peuvent être vus sur les réseaux sociaux notamment, avec un public qui est de plus en plus jeune à regarder tout ça et donc qui est dans une impression que c'est que c'est la normale. J'ai dit beaucoup de choses, mais... Ouais, t'as dit beaucoup de choses, alors du coup, j'essaye de prendre des notes dans ma tête, des choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Premièrement, tu dis, je trouve que t'as une vision quand même vachement pessimiste, avec du « on fait plus, on n'a plus », etc. Il y a 50 ans, le papa et la maman travaillaient peut-être à l'usine, n'étaient pas présents de toute la journée. Alors non, il n'y avait pas d'écran, mais je veux dire... La vision du papa, on pouvait pas discuter avec lui, on pouvait pas non plus poser des questions, on n'avait pas non plus accès à ce genre d'informations. La sexualité, c'était tabou, et les tabous, je suis pas sûr qu'en termes d'instruction et en termes d'éducation, ce soit quelque chose de bon. Je trouve qu'il vaut mieux parler. Par rapport à ce que tu dis sur les noms, c'est marrant, zizi. Moi, je trouve que c'est bête de parler à des enfants comme à des débiles. Ah ouais. J'ai toujours trouvé ça bien plus intéressant de les considérer comme... Je préfère considérer les enfants comme des jeunes adultes que considérer les parents comme des vieux enfants. Je pense qu'on sera beaucoup plus intelligents et beaucoup plus instruits tous si dès le départ on dit les vrais mots. Moi j'ai l'habitude par exemple avec mes neveux et nièces de leur parler comme si c'était mes égaux. Les enfants ont des capacités à apprendre, à retenir bien plus importantes que les adultes, et on a tendance à leur faire « Oh, cousi, petit bébé, machin ». Je suis pas pour ça, moi, en termes d'éducation. Je suis pour appeler un chat, utiliser les vrais termes, leur apprendre dès le plus jeune âge. Je trouve qu'il y a un peu un paradoxe dans la manière dont tu présentes le truc, parce que tu dis il n'y a pas de cadre éducatif et les enfants peuvent pas poser les questions, peuvent pas s'instruire, etc. Et d'un autre côté, tu dis il faut pas les instruire. Ah si. Parce Mais que d'une certaine manière. quand on leur parle des mots scientifiques, finalement, il n'y a rien de sale dans le mot vulve, c'est un mot scientifique, il n'y a rien de sale dans le mot verge. C'est un mot scientifique qui, pour toi, à mon avis, culturellement, fait peur, mais il n'y a aucune raison que les enfants en aient peur. Je pense que c'est juste toi, la manière dont tu as grandi et tu as été élevé selon tes valeurs, peut-être religieuses, qui du coup te tendent un petit peu. Mais finalement, c'est le mot scientifique et je trouve pas qu'il faille passer par 4 chemins et qu'on peut nommer les organes sexuels par leur vrai nom. Et pour moi, justement, l'éducation va tout faire. L'éducation dès le plus jeune âge va tout faire. Et je suis pas du tout contre, par exemple, cette éducation sexuelle dès le plus jeune âge, parce que cette éducation sexuelle, elle va justement empêcher que plus tard, il y ait des paradoxes qui soient créés dans le cerveau des jeunes, des tabous. Les tabous, on sait que bien souvent, des tabous, ça mène à des complexes, des frustrations, juste tout simplement un manque d'instruction, un manque de connaissances. D'un côté, tu dis il faut garder ces tabous, et d'un autre côté, tu dis il faut les instruire, il faut les éduquer. Et du coup, je pense pas qu'on puisse faire les deux en même temps. Je comprends bien sûr les tabous qu'il peut y avoir autour de la sexualité,
étant donné que ça dépend de l'éducation, de la religion, de la culture de chacun. Moi, j'en ai pas. Ouais, je dis surtout pas qu'il faut garder ces tabous. Hein. Ok. C'est Et finalement, peut-être que appeler un c'est ce que t'interprètes. zizi et... Non, c'est que et c'est là où c'est intéressant aussi ce que tu dis quand tu dis faut dire les bons termes dès le début et c'est pas dérangeant. Oui, en soi c'est pas dérangeant, mais c'est pourquoi changer alors que jusqu'ici l'éducation sexuelle elle doit évoluer certes, mais les termes pour moi n'ont pas c'est pas le cœur du débat. Ça ne devrait pas être ça qu'il faudrait mettre en priorité. Il y a d'autres priorités plutôt que d'apprendre à un enfant ce qu'est une vulve. Mais tu commences une par un verge. mini tabou quand même, tu vois. Non. Le fait de renommer le truc, c'est une partie de mini tabou. Peut-être, je dis pas non ferme. Pour moi, j'ai pas le sentiment que ce soit ça le souci, c'est que c'est pas la priorité. Et effectivement, l'éducation sexuelle doit être. C'est toi qui en as parlé. Oui, bien sûr, être mise à nouveau au cœur de l'éducation. Il y a des manières de le faire. Mhm. Effectivement, Ça, tu je suis disais, d'accord. il y a 50 ans, moi, je me On avait souviens pas de du tout. ma maman m'a expliqué que quand elle a eu ses règles, elle ne savait pas ce qu'elle avait. C'est des choses où elle ne savait pas forcément. Elle en avait rapidement parlé avec sa maman, mais elle savait pas exactement. Je pense que ça a déclenché énormément de situations graves, de comportements de viol aussi, de choses qui sont condamnables. En revanche, on peut évoluer sans briser aussi une certaine pudeur. Moi, je suis aussi autour d'une forme de pudeur. Des mots qu'on emploie, effectivement, c'est aussi de leur faire, de pas tout de suite mettre un mot. Effectivement, tu dis que c'est scientifique, mais en réalité, ça a quelque chose de très sexualisé. Peut-être que c'est nous qui le sexualisons en tant qu'adultes, probablement. Et moi, à titre personnel, ça me dérangerait d'appeler ça comme ça devant mes enfants. En revanche, ça ne m'empêchera pas de leur parler de sexualité, d'expliquer à ma fille, si j'en ai une, que quand elle va avoir peut-être 9 ans, parce que pour beaucoup, ça arrive très très tôt, et elle va voir apparaître des règles, elle va voir sa poitrine qui va pousser. Je pense que ça sera en revanche à mon mari, dans quelques années, d'expliquer que à son fils. Je pense qu'aussi, on doit avoir chacun son rôle. Je dis pas que je parlerai pas à mon fils de sexualité. Au contraire, ça sera avec plaisir que j'expliquerai certaines choses, je répondrai à ces questions, mais je n'irai pas leur apprendre des choses avant qu'ils me posent les questions. En revanche, il faut savoir répondre aux questions des enfants quand ils les posent et ne pas construire de tabous au moment où ils les posent. C'est ça le problème. Comment on fait des enfants ? Là, on répond de manière adaptée. Mais on va pas aller leur apprendre avant qu'ils nous Alors demandent. tu dirais comment ? Comment on fait les enfants ? Dis-moi. Comment on fait les enfants ? Effectivement, là, je pense qu'avant même de répondre, tu vas me dire que là, je suis en train de construire un tabou autour de la manière dont on fait les enfants. Mais Cigogne et tout, quoi. non, surtout pas. Dans un chou. Non. Non, je sais pas exactement comment je le raconterai parce que je suis pas Je encore. croyais que t'allais dire, je sais pas exactement comment on Je fait. sais pas trop comment. Je sais pas trop. Non, je suis pas encore au moment où je vais avoir des enfants, donc j'ai pas encore réfléchi à ces questions. Je pense que c'est des questions qui arrivent au moment où on commence à se dire, oh, là, ils commencent à se poser des questions à l'école, etc. Je le vois avec mes neveux et nièces, qui commencent aussi, parce que j'ai mes neveux et nièces qui posent certaines questions, mais ils sont pas encore arrivés à ces questions-là. Mais je sais très bien qu'ils vont jouer aux médecins dans la cour de récré, aux maîtresses et aux maîtres d'école, etc. Parce qu'ils commencent déjà c'est du mimétisme. Mais c'est dans ces moments-là où, en fait, c'est très intéressant de leur répondre et de savoir répondre. Et c'est là où les parents doivent s'éduquer. Les enfants, on doit les éduquer, on doit casser certains tabous. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il ne faut pas leur apprendre avant même qu'ils nous aient posé la question, puisque on va en faire... oui, des enfants qui sauront peut-être certaines choses, mais je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Ils vont poser au fur et à mesure les questions et il faut simplement être adapté. Et aussi, je voulais revenir sur la... Mais attends, je peux réagir Oui, juste je à ce que vois, tu as dit. Moi, la question, je l'ai jamais posée. Ok. La question, je l'ai jamais posée. Je pense que Tu t'en souviens peut-être pas. Non, je sais, je l'ai jamais posée. Ok. J'ai jamais parlé de ça avec mes parents. Ouais, c'est drôle. Je pense que attendre qu'ils posent la question, c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a aussi un truc d'observation dans les comportements, etc. Il y a des questions qui sont pas posées verbalement, mais qui finalement sont posées par une manière d'agir, des comportements. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut pas attendre qu'on pose la question. Je pense que justement, engager la conversation, peut-être toi poser des questions, tu vois. Je pense qu'à mon avis, ce serait plus prolifique. Et moi, bon, je fais pas de reproches à mes parents et je me suis très bien construit et je suis très heureux comme je suis, mais je sais pas si à un moment j'aurais pas aimé qu'on me la pose la question, tu vois, et qu'on parle de ces choses-là, parce que
c'est pas grave, mais du coup, pour moi, ça a été un peu tabou. Ça a duré longtemps avant que j'étais très très timide. Ça a duré très longtemps avant que je sois à l'aise de faire le pas avec une fille. Et c'est pas grave, mais j'aurais préféré être moins mal à l'aise dans les moments où j'avais envie de faire le premier pas, d'avancer, d'en parler, etc. À quel âge t'as eu Moi, c'était à 18 ans. Ok. Ouais, pareil. arrivé plutôt tard. C'était à 18 ans. C'est la normale, c'est la moyenne. Après, il y en a qui le font beaucoup plus tôt, ouais. Ouais, et après, j'en ai un petit peu souffert. Je dirais entre la seconde et la terminale, j'en ai un petit peu souffert. C'était en même temps quelque chose qui me faisait envie et en même temps quelque chose dont j'avais très peur. Donc, en fait, à la limite, c'est pas grave que ça fasse un petit peu peur et finalement, ça donne de la valeur à l'acte sexuel. Mais du coup, la peur, quand elle est trop grande, m'a presque rendu timide avec les femmes, avec les filles. C'est-à-dire que par projection, si jamais je commençais à parler à une fille, à devenir intime, à discuter, à me rapprocher, ben finalement, c'était à l'horizon le truc qui me guettait et ça me faisait un petit peu peur. Et j'aurais préféré être à l'aise avec ça, même si par la suite, j'aurais peut-être décidé de le faire plus tard, parce que ça m'aurait permis quand même de devenir plus intime avec les filles, de m'en rapprocher, de pouvoir avoir des conversations. Moi, j'avais une peur bleue de parler aux filles, juste parce que je me disais, à un moment, on va coucher ensemble. Et on pouvait me poser une question très simple, genre, il a quel âge ton petit frère maintenant ? Je figeais, quoi. C'était uniquement une fille que je trouvais attirante, que je trouvais belle et donc j'avais envie en fait. Est-ce que c'était pas un manque de confiance en toi? Non, c'était pas un manque de confiance en moi, c'était parce que avec mes amis, avec les filles qui m'attiraient pas, j'avais aucun problème. Ouais. Mais dès qu'une fille m'attirait, c'était vraiment la perspective de qu'il se passe quelque chose, qu'on rentre dans une étape de séduction qui a à terme à but de sortir ensemble, de s'embrasser, de rentrer dans une intimité. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, il y avait une espèce de sacralisation des rapports sexuels ou même de la relation amoureuse, qu'aujourd'hui on a moins, mais du coup, quel est le juste milieu entre les deux, entre ce qu'on a trop sacralisé et ce qui aujourd'hui est peut-être complètement déconstruit du coup? Le juste milieu, il est très compliqué parce qu'il est bouleversé par énormément de choses. Chaque évolution personnelle, en fait, chaque personne est tellement différente. On parle de la religion. La religion, ça a un impact selon ce qu'on pratique. Chacun a sa manière de pratiquer aussi, puisqu'il y a plusieurs niveaux de pratique. Moi, par exemple, je suis beaucoup moins pratiquante que plein de filles que je connais qui sont extrêmement traditionnelles, qui ne vont pas faire l'amour avant le mariage, qui ne vont pas faire l'amour pour le plaisir, mais seulement pour avoir des enfants. C'est des choses avec lesquelles je suis pas forcément alignée. Pour autant, il y a effectivement un juste milieu. On a trop sacralisé pour moi le corps dans un passé. C'était très divisé parce que il y avait aussi ce passé où il y avait de la prostitution et la femme était déjà objet à une certaine époque. Faut pas l'oublier, ça existait déjà. Et elle a existé en fait depuis quasi la nuit de temps. On dit que c'est le plus vieux métier du monde. Ouais, c'est le plus vieux métier du monde. Mais ces femmes-là, on sait aussi le traitement qui leur était réservé. Elles étaient déshumanisées. Et aujourd'hui, je pense qu'elles le sont encore aux yeux de certains. Alors effectivement, on essaie de faire croire que ces femmes-là font un travail normal. Moi, j'ai peur pour ces filles-là, psychologiquement surtout, avec le temps, comment vont se construire leur vie. Le porno, on voit qu'il y a certaines femmes qui ont réussi à avoir des enfants, une famille. Je trouve ça génial et je suis très heureuse pour elles, et pour eux, il y a aussi des hommes. Mais on fait croire avec le temps que ce qui était... En fait, faut pas dire que c'était mieux avant parce que c'est faux. Je suis d'accord avec toi. C'était pas mieux avant du tout. En revanche, il faut se servir aussi des erreurs du passé sans aller dans l'extrême opposé. L'extrême sexualisation, l'hypersexualisation des enfants sur les réseaux sociaux. Je vois de plus en plus d'enfants exposés, non pas aux réseaux sociaux, mais exposés sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me fait très peur, c'est l'intelligence artificielle qui va arriver avec tout ça aussi, qu'il faut prendre dans l'équation. Mais dans la façon dont on va éduquer nos enfants, il faut, comme on l'a dit tout au long de tout ça, et même pour nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'aller dans ces excès-là, sauf si
on le décide, mais dans ces cas-là, il faut aussi assumer les conséquences de cette liberté totale. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément pas au courant, mais qui ne réalisent pas les conséquences qu'il y a derrière leurs actes, dans leur sexualité, dans leur exposition. Pour moi, il n'y a pas de juste milieu, justement, pour tout ce dont tu parles. La religion, la culture, les différentes valeurs. Et dire qu'il y a un juste milieu, ça voudrait dire vouloir imposer sa vérité à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes croyances. Et on ne peut pas faire ça. Pour moi, le seul juste milieu qui existe, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que je suis pour l'instruction et l'éducation au maximum. C'est ça le juste milieu. Le juste milieu, c'est avoir compris ce qui se passe, avoir compris pourquoi. Et après, tu ajoutes ça avec tout ton éventail de croyances, de différences de perception, de valeurs, de valeurs de famille, de valeurs culturelles, de valeurs du passé, etc. Et tu te fais ton juste milieu à toi. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas rester dans l'ignorance. L'ignorance de comment ça fonctionne, l'ignorance, comme tu le dis, des conséquences, par exemple de s'exposer. Mais tout ça, c'est de l'éducation. Et une fois qu'on a compris et qu'on a intégré tout ça, je veux dire, si moi, mes valeurs me disent va devenir acteur porno et tu sais ce qui se passe, tu connais les conséquences, tu es aussi instruit concernant toutes les problématiques de abus sexuels, du respect de l'autre, des maladies, exactement. Grand bien t'en fasse. Et il n'y a pas un monde. Il y a des tonnes de mondes différents avec des tonnes de croyances et de perceptions et d'éducation et de cultures différentes. Dire un juste milieu, ça voudrait vraiment dire j'impose ma vérité. Personne ne doit imposer sa vérité à qui que ce soit. Pour toi, la religion, c'est extrêmement important. Tu ne verrais pas devoir coller à une vérité qui aurait omis de prendre en compte tes croyances. Ça ne serait pas possible. Et c'est valable pour toutes les religions différentes qui n'ont pas toutes le même curseur non plus, tu vois. Donc un juste milieu, c'est pas possible. Le seul juste milieu qui existe, c'est la connaissance. Tout le monde doit s'instruire, tout le monde doit connaître. Oui, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, le juste milieu, en fait, il est tellement propre à chacun que je peux dire que oui, il y a un juste milieu, mais pour moi, en revanche, là où je suis un peu plus en désaccord avec toi, c'est que effectivement, chacun est responsable de soi-même. Et donc doit assumer ce qui va derrière, mais il y a beaucoup de personnes, et notamment, et tu l'as dit toi-même puisque tu en as été témoin, de ces castings-là, par exemple, notamment, là on parle de la télé-réalité, mais en réalité c'est dans beaucoup d'autres choses, tout ce qui est pornographie, prostitution, on n'explique pas, en fait c'est de les infantiliser ces gens-là, de dire que bah oui mais on leur a pas expliqué, bah oui mais que ça se trouve ils n'ont pas eu l'éducation, on ne leur a pas expliqué. Et tout est là, comme tu dis, donc il faut éviter les tabous, il faut leur en parler au fur et à mesure du temps. Mais en tant que parent, il y a aussi les limites qui s'imposent au moment où sa fille, son fils, ils vont partir en études, ils vont être exposés à certaines choses, on va pas avoir le contrôle toute leur vie de ce qu'ils vont faire. Et donc, il y a des choses aussi où les enfants n'ont pas envie d'en parler à leurs parents. Et je pense que c'est pas qu'une question de tabou, c'est simplement parce que c'est une question aussi de caractère. Les parents, malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents déjà. On n'a pas tous la chance d'être égaux dans notre éducation. Il y a des parents qui sont extrêmement violents. Il y a des parents qui sont dans une façon de voir qui est plein de pudeur, mais la pudeur à l'excès. C'est-à-dire, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas des règles, on ne parle pas de rien. Parfois, j'ai vu des familles, et je l'ai constaté, des familles où les parents ne dînent pas avec les enfants à table. Puisque en fait, ou alors les enfants ne prennent pas la parole à table, parce que sauf si on leur demande de prendre la parole, alors que ce ne sont pas que des enfants, parfois ils ont 13-14 ans. Donc c'est grave, pour moi c'est extrêmement grave, et il faut rétablir le dialogue. Mais pour beaucoup. Mais encore tu dis, tu vois, rétablir, mais moi ça c'est quelque chose que je connais, dont j'ai entendu parler, et c'était mon grand-père. Il n'y a pas de rétablir le dialogue. Pour moi, le dialogue, il va plutôt positivement aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'éducation qui est faite par les réseaux sociaux, par en général l'information, sur la communication entre les parents et les enfants qu'il y avait il y a 50 ans. Moi, mon papa devait demander la parole à table. Aussi, ouais. Mais moi, je n'ai pas dû demander la parole à table, et mes enfants devront encore moins demander la parole à table. Je trouve toujours, c'est pas contre toi, mais je trouve toujours un petit peu ta vision tout fout le camp, pessimiste, c'est de plus en plus grave, c'est de plus en plus dur. Moi, je suis énormément de médias pédagogiques, d'éducation. Je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment
l'occasion de s'instruire non seulement sur la manière d'éduquer mieux ses enfants, d'ouvrir le dialogue, d'échanger avec ses enfants, de faire mieux. Et ces gens-là et ces réseaux prennent aussi en compte le travail, le manque de temps et comment on peut faire pour aménager au mieux sa journée, pour avoir un temps de dialogue avec ses enfants. Comment, sans utiliser la coercition ou l'interdiction, on arrive à faire comprendre les choses aux enfants. Encore une fois, moi, je trouve qu'on fait des progrès là-dedans. On fait des progrès et ces progrès sont en partie, pas complètement, mais sont en partie dus aux réseaux sociaux, à cette manière de transmettre l'information de manière beaucoup plus efficace à laquelle on n'a jamais eu accès avant. Alors oui, il y a des problématiques qui viennent de ces réseaux sociaux. Il y a l'accès à des informations, à des images qui ne sont pas efficaces et qui sont pas bonnes pour la construction de soi, mais il y a aussi énormément de bonnes choses qui sortent de ça. C'est pour ça que moi, je suis pas aussi pessimiste et par rapport à ce que tu disais sur le fait que tous les enfants ne naissent pas dans un cadre familial sain ou équilibré, ou même un cadre familial tout simplement, puisque parfois monoparental, parfois... Je pense pas qu'une famille monoparentale, c'est nécessairement quelque chose de négatif. C'est pas négatif, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais je pense qu'il y a des enfants qui peuvent être bien mieux éduqués et bien mieux préparés à la vie avec un seul parent qu'avec deux mauvais parents. Bien sûr, je pense pas qu'il faille non plus stigmatiser ce genre de choses. Mais encore une fois, ça va être quoi le rôle de l'école ? Ça va être de venir compenser les manques, les faiblesses du côté des parents. C'est pour ça que, tu vois, dans ton discours, je suis d'accord avec plein de choses, mais tu veux pas que l'école s'en charge d'une certaine manière, mais tu admets que les parents, finalement, ne sont pas en mesure bien souvent de le faire. Donc, en fait, qui s'en charge ? Et est-ce que, tu vois, c'est pas finalement le rôle de l'école d'aller compenser ? Et je trouve qu'elle ne le fait pas assez, moi. Elle le fait pas bien, moi, je trouve. Je trouve qu'elle ne le fait pas bien, qu'elle ne le fait pas assez. Je trouve que l'école donne des connaissances assez générales, scientifiques, littéraires, etc. Mais absolument pas de préparation à la vie. Tu vois, et très peu de préparation à la vie. Et je pense ouvrir un compte bancaire. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un décalage là-dessus, tu vois. Exactement, pour le compte bancaire, pour la manière de gérer tes finances en général, petit à petit. Ça, en revanche, c'est des choses qu'on apprenait plus à l'école avant. Sans vouloir rentrer dans le c'était mieux avant, pas du tout, mais c'est des choses qu'on apprenait plus. On apprenait à coudre. C'est vrai ? Mais bizarrement, on l'apprenait pas aux petits garçons. Oui, mais je dis pas qu'il faudrait pas l'apprendre aux petits garçons. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, tu vois, que chacun soit considéré dès le plus jeune âge comme un être à part entière et pas infantilisé systématiquement, un bébé, un débile. Et qu'on donne plus d'importance au choix, à la direction que prend la curiosité de chacun, et en respectant cette curiosité, essayer de donner les moyens de se développer, de se construire en accord avec ses valeurs, avec ce qui se passe à la maison aussi, et sa personne, sa personnalité, et de connaître la vie, tu vois, de connaître toutes les problématiques sexuelles, mais toutes les problématiques financières, toutes les problématiques générale de la vie et à mon avis il y a un effort qui doit être fait là sur l'éducation et finalement est-ce que c'est pas ça, faire de l'éducation sexuelle au plus jeune âge? Et il y a beaucoup de gens qui exagèrent et qui font de la fake news sur cette éducation sexuelle au plus jeune âge parce que dès 4 ans ou 5 ans on va pas commencer à parler de porno, certains on le de souhaite, sexualité, de la sexualité plaisir, etc. Alors oui, on va apprendre comment on fait un enfant. Je sais pas trop à quel âge et je suis pas spécialiste là-dedans, mais on va surtout apprendre ceci est mon corps, c'est mon intimité, ça ne doit pas être touché par une personne extérieure. Je veux dire, toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Ouais. Et je pense que l'intention générale, c'est surtout ça, tu vois, c'est surtout de compenser ce qui est pas fait à la maison. Et j'ai beau avoir les meilleurs parents du monde, aujourd'hui, je peux quand même dire, et je prends des pincettes parce que je pourrais pas imaginer meilleure jeunesse que la mienne, mais j'ai pas envie de leur faire de la peine. Mais c'est un petit truc où j'ai l'impression que j'aurais pu être mieux informé. Et je les ai découvertes moi-même, ces choses-là. Je les ai découvertes seul. Et grâce à eux, je les ai découvertes dans le respect, je les ai découvertes dans l'amour, je les ai découvertes dans la bienveillance. Mais elles m'ont fait peur. T'as quel âge ? J'ai 37 ans. 37 ans. Je vais avoir 37 ans dans un mois.
Bientôt joyeux anniversaire. Je voulais juste rebondir parce que la première question que je vous ai posée, c'était de savoir s'il y avait des normes dans la sexualité. Et au fur et à mesure de l'échange, en gros, ce qui en ressort, c'est que non, puisque on adapte la sexualité à chacun, la culture, la religion, etc. Mais du coup, quand on parle d'éducation, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on peut faire une éducation qui va du coup être une éducation généralisée, par exemple à l'école, qui va s'adapter à tous les enfants, si du coup on doit prendre en compte le fait qu'il y a non pas une, mais des sexualités. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on apprend en fait et comment on le fait? Ouais, bah c'est toute la question, c'est ça sur lequel je voulais rebondir avec Bastien, c'est que moi ce qui m'inquiète aujourd'hui dans l'éducation nationale, la façon dont on va amener la sexualité, l'éducation sexuelle, je suis pas contre cette éducation sexuelle, elle est nécessaire, on est d'accord là-dessus. En revanche, elle est, comme je le disais tout à l'heure, empreinte d'idéologie, énormément. Moi j'ai pas envie qu'on apprenne à mon enfant que si c'est un petit garçon et qu'il veut être une femme, bah il peut. Je ne veux pas qu'on apprenne ça à mon enfant. J'interdirais ça et je pense que je serais capable de tout pour que ça n'arrive pas. Je ne trouve pas ça normal d'apprendre à une petite fille, effectivement aussi, qu'elle pourrait être un garçon et que si elle commence à jouer avec des tracteurs plutôt qu'avec des Barbies, c'est peut-être qu'il y a un doute, en fait. Peut-être que c'est un petit garçon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et quand je vois certains... Il y a des parents, il y a un compte qui s'appelle Parents Vigilants sur Instagram, et ils sont sur les réseaux sociaux où ils montrent ce qui se passe dans les écoles, du plus petit au plus vieux d'ailleurs, dans le système scolaire, et des documents qu'on leur propose, l'écriture inclusive, des livres sur la transidentité, sur des animaux qui sont homosexuels, et donc vu que les animaux sont homosexuels, les humains sont homosexuels aussi, et je vois pas l'intérêt d'apprendre ça à nos enfants sans pour autant condamner. Évidemment, l'homosexualité, moi je n'ai pas de... Ça me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Avec qui il veut, surtout. Donc, c'est pas ça que je vais condamner. C'est plutôt l'intérêt qu'on a de montrer ça à des enfants et de leur expliquer que si jamais ils sont amoureux de leur copain à l'école, ils vont être confortés dans leur idée. Parce que à cet âge-là, à mes yeux, peut-être que je me trompe, je suis pas une scientifique, mais je trouve que c'est très tôt pour savoir vraiment ce qu'on veut. On l'a dit chacun, tous les deux, est-ce qu'on a déjà eu des doutes dans notre sexualité ? Moi, quand j'étais au collège, je me suis demandé est-ce que j'aimais pas plutôt les filles, parce que sur les réseaux sociaux, je voyais que ça existait. Mais avoir cette curiosité-là au collège, je trouve que c'est très très logique, en fait. C'est normal, on est plein de doutes parfois. Alors, ça arrive beaucoup plus apparemment chez les filles que chez les garçons d'avoir des doutes, apparemment. Non, c'est juste d'admettre qu'on les a eus. Peut-être. Mais chez des enfants à l'école primaire, je ne vois pas bien l'intérêt donc c'est pour ça, pour revenir à la question, le rôle pour moi de l'éducation nationale doit être de trouver ce juste milieu dont on parlait, parce que là il va falloir en trouver un puisqu'il concerne tous les enfants en France. Et c'est là où ça va être très très difficile de jongler entre cultes religieux pour certains enfants, de jongler aussi entre la vision de la sexualité, est-ce que c'est biologique, est-ce qu'en fait on peut changer de sexe comme on veut. Est-ce qu'on est vraiment un homme quand on est un homme ? Est-ce qu'on est vraiment une femme quand on est une femme ? Moi, j'ai pas envie que mes enfants me posent ces questions. Par contre, j'y répondrai, mais je leur répondrai certainement pas de la manière dont l'éducation nationale aimerait que j'y réponde, selon ce que je suis en train de commencer à voir. Donc, je sais pas ce qu'il faudrait faire. J'ai pas toutes les solutions. Une fois de plus, j'ai pas d'enfants, donc je suis pas encore aussi dans ce cadre où j'ai les questions suffisantes. Enfin, j'ai tout clé en main, mais pour moi, il faut s'en inquiéter. Encore une fois, je pense que tu t'inquiètes un peu pour rien. C'est-à-dire que l'école ne va pas pousser les enfants à devenir l'autre sexe, ou je pense que tout ça c'est encore une fois juste de la connaissance, et la connaissance va pousser à quoi ? À la tolérance. Mais c'est faux. Regarde, t'es religieuse et peut-être que toi, à tes enfants, tu vas leur inculquer un certain nombre de valeurs, etc. Et que s'ils sont nés garçons, c'est fini, c'est tout. Ouais, ils sont nés garçons, c'est des garçons. Ouais. Exactement. Mais t'es religieuse, donc tu veux que ton enfant aime son prochain. Tu veux que, tu vois, bien sûr, qu'il le respecte. Donc, est-ce que finalement, apprendre aux enfants que ça existe et que c'est pas quelque chose de détestable et de condamnable et de haïssable, est-ce que c'est pas finalement aussi, ça correspond pas à tes valeurs, tu vois ? Je veux dire, c'est pas bizarre, tu vois, genre c'est pas bizarre, ça existe, et moi j'ai envie que mes enfants, moi, j'ai pas forcément les mêmes valeurs aussi strictes et aussi carrées que les tiennes, mais j'ai pas envie que mes enfants rencontrent un autre enfant et se disent, lui,
il est bizarre, ou lui, il a un problème, et qu'il développe une haine. J'ai pas envie qu'il y ait des enfants qui souffrent du harcèlement ou du regard de l'autre. Donc, j'ai envie que mes enfants, quel que soit leur choix, quelles que soient leurs aspirations, quelle que soit leur identité, quelle que soit la manière dont ils se sentent, j'ai envie qu'ils soient tolérants et bienveillants envers toutes les différences qui existent dans la société. Et c'est une différence qui existe et tu pourras pas la supprimer. C'est une différence qui existe. Et dans un monde où on n'éduquait absolument pas les enfants là-dessus, eh bien, il y a cette transition identitaire qui existait déjà. Tu vois, donc elle existe. Donc pourquoi, encore une fois, ne pas appeler ce juste milieu juste la connaissance? Et peut-être que c'est un peu, encore une fois, le but de l'école, alors qu'il a pris un peu au premier degré pendant les derniers siècles, et tu vois, genre vraiment faire de la connaissance brute, mais la connaissance de l'autre, la connaissance de l'humain, la connaissance des différentes identités, la connaissance des différentes orientations. Pour moi, la connaissance amène juste une chose, la tolérance. Et je pense pas qu'on puisse s'en indigner. Et je pense que tu t'inquiètes parce que on va pas pousser les garçons à devenir des filles, on va pas pousser les filles à devenir des garçons. On va juste leur dire ça existe. Alors ça, encore une fois, c'est les parents. Mais je veux dire, n'importe quel prof formé, tu vois ce que je veux dire, qui a ses diplômes, etc. Et machin, il va, s'il est normal dans sa tête, il n'a pas à pousser un enfant à choisir une autre identité que la sienne. Il a juste à l'encourager à vivre sa propre vie, à suivre son identité, à suivre ses goûts sexuels et à avoir de la tolérance pour ses camarades qui le font aussi, tu vois. La connaissance amène la tolérance, amène la bienveillance. Pour moi, le seul juste milieu, c'est la connaissance. Et après, les valeurs des parents, les croyances des parents, la culture des parents, fait la deuxième partie. Pour moi, c'est l'éducation nationale. Les écoles sont en train de devenir un laboratoire. Je suis très défaitiste. t'es vraiment pessimiste. Ouais, complètement. Moi, je suis pour des écoles hors contrat au maximum. Je ne mettrai, si possible, pas mes enfants dans des écoles. Après, je pense que je suis pas contre. Non, je suis pas contre le public. J'ai été en public. Maintenant, je pense que c'est en train de partir un peu à volo sur certains plans, mais je dis pas qu'il faut condamner les écoles publiques parce que j'ai été aussi dans le privé et c'est pas forcément mieux. C'est d'ailleurs à peu près la même chose. C'est juste que ça coûte plus cher. Mais je suis pour la tolérance. En revanche, je veux pas qu'on apprenne à mon enfant que c'est normal d'être dans la transidentité, par exemple. Ça n'est pas la normale. Mais c'est ma façon de voir les choses pour moi. Mais est-ce qu'on lui apprend pas juste que c'est OK? La normale, ça veut dire quoi? En tout cas, c'est sûr que c'est pas la majorité et il le verra. C'est pas biologique. Maintenant, est-ce qu'on peut lui dire c'est OK, c'est l'identité de quelqu'un d'autre, c'est ses choix et tu peux juste les respecter. Cette personne n'empiète pas sur tes libertés à toi. Cette personne ne vient pas te harceler. Cette personne ne vient pas te gêner dans ta vie. Donc pourquoi pas lui apprendre que ça existe et que c'est OK? Toi, ça te gêne? Ouais, moi, ça me gêne. Ça t'embête que quelqu'un vive sa vie selon... Non, pas dans ce sens-là. Ça m'embête de voir que c'est banalisé, que là, on a eu un maire alors qui finalement a arrêté d'être le maire, mais que c'était un homme qui est devenu une femme et qui est devenu maire d'une commune en France. Et tant qu'il gère bien sa ville. C'est pas ça le sujet, c'est que pour moi, on n'est pas censé normaliser qu'une femme puisse devenir un homme, parce que c'est des personnes fragiles. Moi, j'aime pas le mot normaliser. C'est juste OK, chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais une fois de plus, c'est ma façon de percevoir les choses, tu vois, mais on n'est pas censé, selon moi, banaliser le fait que on est contre la science. Alors là, la science et la religion, d'ailleurs, sont complètement divergentes sur plein de points. Oui. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut prendre les termes au sens propre. Un homme est un homme, une femme est une femme avec un sexe féminin, avec une vulve, un homme avec un sexe masculin et une verge. Pour moi, quelqu'un qui, dans l'espace public, on parle aussi au statut médical. Je trouve ça quand même fou qu'on voit des médecins, littéralement, c'est une boucherie. Je sais pas si tu as déjà vu des opérations en photo. Je les ai pas vues, mais je sais comment ça fonctionne. Oui. C'est une boucherie et alors on va dire... Tu sais, mettre des implants mammaires à l'intérieur de sein, c'est un peu une boucherie aussi. C'est pas pareil, c'est rétractable.
Ouais. Retirer un pénis à un C'est homme, quand même du plastique sous la peau. les hormones données à des enfants de plus en plus tôt pour leur faire changer de sexe, ça rend infertile. Pour beaucoup, ça va faire des choses qui sont irréversibles. On va leur couper les seins, on va leur couper les testicules, Aujourd'hui, il y a certaines choses aussi, alors ça c'est plus sur un plan économique, mais qui sont remboursées. Je vois les épilations, par exemple, définitives chez l'homme qui veut devenir femme vont être remboursées par la sécurité sociale en partie. Une femme qui va par exemple avoir des problèmes de peau, qui va faire par exemple des kystes et ça l'aiderait si elle avait une épilation définitive, elle va devoir payer plein pot. En fait, dans la médecine, il y a un lobby qui est fait autour de l'idéologie trans, la façon dont certains parents, on appelle ça le syndrome de Munchausen, c'est les parents qui calquent ce qu'ils aimeraient voir finalement sur leurs enfants, un peu comme si moi, j'ai toujours rêvé de faire de la danse, j'ai toujours rêvé de faire de la danse, d'être une petite danseuse étoile, et je fais tout que ma fille devienne danseuse étoile, quitte à ce qu'elle en souffre et qu'elle ne le veuille pas. Mais je le calque, et donc elle s'adapte à ça. C'est pareil pour certains parents qui auraient discerné peut-être un trouble dans l'identité de son enfant, et effectivement, le petit garçon, il est un peu plus efféminé que la normale, mais tu vas pas aimer le mot normal, mais un peu... Féminin. Oui, il est féminé. J'aime pas non plus. Il est efféminé, mais c'est factuel, c'est Oui. comme ça qu'on le nomme, Et- mais il est un peu différent des autres petits garçons et il va avoir plus de comportements qui vont être plus attribués à des filles. Bah, c'est pas pour autant que ça va être une petite fille. Et je trouve que c'est atroce de voir certaines personnes surdiagnostiquer des enfants qui sont tellement petits pour qu'on puisse leur imaginer et leur octroyer une identité. Je suis d'accord avec toi, on ne doit pas octroyer une identité à quelqu'un. Mm. Je veux dire, ça doit venir d'eux. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est quoi, toi, ta réponse si ton petit garçon, il commence à vouloir mettre des robes, à vouloir se mettre du rouge à lèvres, et puis un jour te dit, maman, je me sens fille, je me sens pas garçon. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire non au risque qu'il soit malheureux toute sa vie? Alors, s'il me le dit enfant, S'il te le dit à 12 ans. s'il me le dit à 12 ans, alors là, je vais faire une comparaison qui va être un peu brutale, mais c'est un peu comme les tatouages. Non, mais oui, bien sûr. Mais pour moi, à 12 ans, on est encore trop petit pour... À 15 ans, à 18 ans. 18 ans, pour moi, ça commence à être cohérent, mais jusqu'à 25 Ok. ans, le lobe le lobe frontal, je crois, c'est comme ça qu'on appelle, n'est pas encore extrêmement développé pour Donc moi. tu lui dis pour l'instant on attend. Ouais. Ok, mais tu serais prête à l'accepter? À l'accepter, je suis pas certaine. Ok. Je suis pas certaine. Je Donc, l'aimerais, si tu c'est mon l'acceptes pas, enfant. tu fais quoi? C'est mon enfant, je le rejetterai pas, si c'est ça la question. Je pourrais pas imaginer, je pense que c'est horrible de faire ça. C'est pas aider un enfant ou un jeune adulte que de le rejeter. Je l'accompagnerai pas dans ces démarches-là. En revanche, je ne l'aiderai pas à y accéder, puisque pour moi, Même si ça le rend malheureux de pas pouvoir y mais accepter. il faut qu'il se fasse simplement suivre psychologiquement. Pour moi, si tu te sens femme, t'as pas besoin de changer, de te mettre des seins, etc. Et déjà, je trouve ça... Ouais, non, non. Ou alors, c'est à tes frais complets. En fait, moi, ce que je ne supporte pas non plus là-dedans, c'est que la société se mêle de ça pour aider des hommes à devenir femmes, par exemple. Je vois, c'était le témoignage d'une femme qui a transitionné en homme, qui s'est fait retirer la poitrine, qui a fait des hormones, etc. jusqu'à la fin, sa voix est grave, etc. Aujourd'hui, elle regrette tout ce qu'elle a fait et elle a ce sentiment. Après, une fois de plus, on va pas prendre ce cas pour la généralité. C'est pas un cas parmi, je sais pas combien de personnes sont trans aujourd'hui en France, mais il y a quand même ces cas-là d'enfants à qui on a donné une identité. Moi, ça, de toute façon. Ouais, mais je pense qu'avec la façon dont certains parents voient les choses et avec le progressisme qui est de plus implanté dans certaines mentalités, je dis pas que le progrès est négatif, je dis que le progressisme n'est pas nécessaire à tout bout de champ et de déconstruire l'homme et l'homme doit être en fait, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, etc. Il y a quand même biologiquement des bases qui nous aident un peu à savoir ce que c'est. Maintenant, effectivement, je crois en le fait qu'on est en train de faire de l'école, de certains endroits aussi, des laboratoires, comme des expériences sur des enfants. Et on voit déjà que dans certains pays, aux États-Unis également,
ça rétropédale. Je parle pas de Trump, c'était déjà avant l'arrivée de Trump, parce que c'est pas forcément qu'une question politique, c'est aussi une question idéologique, c'est une question sociétale. C'est tellement important et c'est tellement grave ce qu'on fait sur le corps de ces personnes qu'on ne peut pas simplement dire « Ah bah, c'est OK ». C'est OK, déjà, ça veut absolument rien dire. On peut pas dire « C'est OK ». Je dis pas que je suis dans l'intolérance de ces personnes-là et que si je pouvais, je les enfermerais tous dans un endroit. Pas du tout. C'est juste que c'est des personnes qui sont fragiles, qui pour moi ne sont pas aidées au bon moment de leur vie, qui sont mal accompagnées, qui voient arriver dans leur vie des médecins qui leur disent « Ah, vous avez un trouble de l'attention, vous avez ah, vous êtes un petit peu efféminé ». Parce que c'est des termes qui sont employés par certains médecins aujourd'hui. Les médecins sont pas les personnes les meilleures personnes du monde. Pour moi, c'est très triste de ne pas avoir le bon entourage du corps médical, psychologique également, psychiatrique également. Et parfois, on influence plutôt un enfant à croire ça plutôt qu'à le remettre en question et dire est-ce que tu es sûr de tes choix? Est-ce que vraiment tu penses comme ça? Qu'est-ce que pour toi c'est d'être une femme? Qu'est-ce qu'être un homme? Est-ce que même faire prendre des hormones à des enfants qui sont même pas encore qui n'ont même pas atteint leur puberté, c'est grave et je ne suis pas du tout effectivement pour normaliser et banaliser ce genre de pratique parce que c'est parfois y a pas de retour en fait. Moi, je crois que quand même tu diabolises un peu quelques minuscules petites exceptions parce que déjà c'est une proportion de la population qui est extrêmement minime et après si tu prends dans cette proportion le nombre de gens à qui on a donné des hormones à 4 ans et demi, je pense vraiment que ça représente... Ah non, c'est que ce qu'on veut faire maintenant, c'est ce que certaines associations luttent pour ça. Ça représente vraiment une extrême minorité. Je pense aussi que quand tu dis les personnes trans sont des personnes fragiles, instables, etc., bah moi je te le dis, non. C'est-à-dire que j'en connais et je connais des personnes trans qui ont beaucoup de succès dans leur travail, qui sont des personnes extrêmement stables, qui sont des personnes extrêmement sages, extrêmement cultivées, extrêmement intéressantes, qui sont pas en train de prendre des antidépresseurs, qui vivent très bien et qui sont extrêmement heureuses, tu vois. Et j'en connais, donc je dis pas qu'ils n'existent pas. Hein. Non, mais voilà, je peux te dire que tu généralises un petit peu trop, que tu diabolises un petit peu trop, et je pense que tu te fais peur en fait. Parce que bien sûr, moi non plus, mes enfants, je pense personne, et d'ailleurs même des personnes trans ne pensent pas qu'il faille donner des hormones à 4 ans et demi quand un enfant n'est même pas construit, et parce qu'à un moment, il a mis les chaussures à talons de sa maman. Tu vois, je pense que n'importe quelle personne normalement constituée et un petit peu intelligente et stable ne soutiendrait pas ce genre de choses. Je pense que vraiment, alors je sais pas si c'est exprès pour faire peur, que tu diabolises ça et que tu l'extrémises un petit peu, ou si vraiment t'en as peur, et si t'en as peur à ce point, moi je suis inquiet pour toi parce qu'il faut vraiment, il faut que tu te chilles, hein, c'est quand même pas à ce point-là, et voilà, dans mon cas, bien sûr, je ferais pas des choses comme ça. Je pousserai pas mes enfants dans quelque direction que ce soit, et ça, je pense que plus largement dans tous les domaines, c'est pas le rôle d'un parent. Un parent, il doit écouter son enfant, il doit l'accompagner, son enfant, mais il doit pas le pousser. Je veux dire, c'est aussi néfaste de pousser ton gosse dès qu'il a 4 ans à vouloir être un champion de tennis parce que toi, t'aurais bien aimé l'être, que de commencer à le pousser dans une orientation sexuelle ou une orientation de genre, tu vois. Je veux dire, on ne doit pas pousser les enfants à faire ses propres choix, tu vois. C'est pas une bonne éducation. Mais après, apprendre à son enfant ce qui existe dans la société, apprendre à son enfant la tolérance, la bienveillance, apprendre à son enfant que c'est OK de s'interroger, de se poser des questions, de t'en poser, d'en discuter ensemble. Bien sûr, ne pas faire des choix drastiques et irréversibles trop tôt. Et puis, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que la société, la sécurité sociale n'a pas forcément à payer pour des changements qui restent des changements esthétiques. Je pense que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que ça reste quand même des changements esthétiques. Je suis pas sûr que les gens doivent payer des impôts dans la société pour financer les changements esthétiques, qu'ils soient juste esthétiques ou esthétiques de changement de genre. Je pense que c'est des choses que on travaille pour se payer, tu vois. Et je suis pas sûr que moi j'ai envie de payer des impôts pour que des gens fassent ces choix-là,
Tu vois, je le dis, ça veut pas dire que j'ai pas de respect pour eux. Au contraire, justement, parce que j'ai du respect pour eux, j'estime que c'est des gens qui sont capables de travailler et de le financer eux-mêmes. Et sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec toi. Je vous arrête un instant, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est qu'elle vous plaît, qu'elle vous intéresse. Donc dans ce cas-là, pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Et c'est hyper important pour nous soutenir et continuer de faire des vidéos aussi qualitatives que celle-ci. On a observé du coup de plus en plus de progrès sociaux qui ont mené à la libération de la parole, à une émancipation, qu'elle soit sexuelle ou même sur d'autres sujets, qui aujourd'hui, certains viennent dire que ces progrès-là ont aussi amené les jeunes à du coup avoir de moins en moins de relations, qu'elles soient sexuelles ou de liens entre eux. Donc la première question, c'est est-ce que justement ces progrès sociaux ont vraiment amené uniquement du progrès? Et la deuxième, c'est aussi, pour rebondir sur le moment où on parlait un peu de Mime, OnlyFans et toutes ces plateformes-là, qu'est-ce qui amène des gens aujourd'hui à privilégier du coup d'aller regarder du contenu payant? Qu'est-ce qui les pousse du coup à privilégier d'aller payer pour voir ce type de contenu plutôt qu'à continuer de créer ce lien les uns avec les autres? Moi, je connais bien toute l'industrie de la création de contenu sexuel. Je connais quasiment toutes les actrices et acteurs porno français. C'est pas du tout... je les connaissais pas avant de les rencontrer. C'est-à-dire que vraiment, je me suis intéressé à but documentaire à ce milieu-là. Et c'était assez marrant d'ailleurs parce que quand j'en parlais à mes potes, ils étaient tous euphoriques d'apprendre que je connaissais ces gens-là, alors que moi, je les avais jamais vraiment suivis. Je consomme du porno, mais j'ai jamais regardé du porno en me disant qui est le réalisateur. Voilà, Mais je me rends compte que beaucoup le font. Beaucoup s'intéressent aux différents acteurs, aux différentes actrices, etc. Et du coup, oui, je connais bien cette industrie. Maintenant, je connais un petit peu moins son impact sur la société. Ce que je sais, c'est que c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Je connais des actrices porno, créatrices de contenu sur Mime qui gagnent des salaires de PDG du CAC 40. Et il est évident qu'énormément de gens choisissent de consommer du contenu pornographique payant. Personnellement, je comprends pas qu'on consomme du payant alors qu'il y en a du gratuit. Mais j'imagine que justement pour ces profils ces profils un peu fans, un peu amoureux peut-être de leur acteur ou de leur actrice préférée, ça peut aller jusqu'à payer. Est-ce que le fait que ce soit du contenu payant et que les gens choisissent ça est révélateur du fait que, a un lien avec le fait que on consomme moins le sexe en réalité? Par contre, ce que je vois moi, c'est que on consomme moins le sexe qu'avant. C'est vrai, la jeunesse, les jeunes sont ont moins tendance à coucher ensemble très rapidement, à avoir des relations sexuelles nombreuses, répétitives. Il y a vraiment un ralentissement, en tout cas dans la jeune génération, de ce côté-là. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent asexuels, qui n'ont pas cette envie d'avoir forcément des relations sexuelles. Je pense pas que ça ait un lien avec leur consommation de porno. Okay. Voilà, je pense que la consommation de porno, comme le sexe, plus on en fait, plus on en a, plus on en a envie. Je pense que ces jeunes-là ne consomment pas non plus de porno payant. Je pense que c'est une audience plus âgée. Et le fait que cette nouvelle génération soit un peu plus méfiante, un peu plus timide sur l'acte sexuel, va justement avec le fait que je pense qu'elle connaît mieux les enjeux, elle connaît mieux les risques, elle connaît mieux, les problèmes, les problématiques autour de l'acte sexuel. Et je pense que du coup, elle y va avec plus de prudence et plus de rareté. Et je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif. Par contre, j'y vois pas de lien avec le porno en ligne. Je pense pas non plus que ça ait un lien. Je pense que le porno existait déjà avant. Une fois de plus, faut pas diaboliser la pornographie. Porno, la prostitution. Ouais, carrément. Et non, je pense qu'il faut pas condamner déjà les personnes qui en consomment, parce que non.
ça tout. Enfin, en fait, c'est comme ça. Et puis, si ça permet à certaines personnes de pouvoir aussi se limiter dans leur sexualité parce qu'ils ont envie, par exemple, d'être un peu abstinents avec leur femme ou avec leur future femme ou autre, bon, bah, grand bien leur face, c'est leur choix. Et je pense qu'effectivement, ça n'a pas d'impact plus que ça sur. Enfin, c'est pas ça la raison. Moi, je pense en revanche qu'il y a un problème en termes de contact social. On sort plus beaucoup. Les jeunes sortent moins, de moins en moins. Il y a eu la période du Covid qui a frappé une génération entière. J'en ai aussi été victime au moment de mes études. Il y a aussi cette crainte en termes de sécurité pour sortir. En fait, je vais totalement dévier du sujet de Mime parce que je le connais très peu. Et je ne comprends pas non plus ce qui pousse. Peut-être de la qualité, peut-être. Certaines, c'est peut-être plus qualitatif que sur des contenus qui sont gratuits. Je sais absolument pas. Peut-être que c'est effectivement de se dire qu'on paye, donc quelque part on participe. Je sais pas. C'est un peu comme pourquoi aller payer une prostituée plutôt qu'une fille qu'on pourrait rencontrer un soir et qui serait peut-être d'accord. Bah, c'est peut-être moins risqué parce que c'est encadré. Je sais pas. En fait, je ne saurais pas du tout comment l'expliquer. C'est le temps, à mon avis. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience de prostitution pour essayer, pour découvrir. J'ai trouvé ça extrêmement machinal et dénué de charme, de séduction, de romantisme. J'ai pas du tout apprécié cette expérience, malgré le fait que cette femme était magnifique. Mais je comprends je pense que c'est un peu la masturbation, le porno du riche, quoi, ou le porno de celui qui n'a pas peur du sexe, de celui qui n'a pas peur des MST, de celui qui a besoin d'une vraie présence. Parler parfois. D'un corps. Alors parler, en tout cas moi, dans le cas où j'ai essayé, c'était pas... Je veux dire, t'as pas discuté avec elle après? Elle avait pas l'air d'avoir extrêmement envie de rentrer dans une conversation. Elle en était à sa 11e passe de la soirée. Je lui avais demandé à sa 11e passe de la soirée. Donc je peux la comprendre. Elle avait certainement envie d'aller dormir et pas de discuter avec moi. Mais voilà, je voulais connaître. J'ai essayé à un endroit où ce métier est encadré, ce métier est légal. C'était à Amsterdam. Maintenant, là où je comprends dans le sens où, en termes de temps, en termes de présence d'un corps, il y a une différence avec la consommation du porno. Et il y a une différence avec la séduction, et voilà. C'est encore une autre expérience. Oui. C'est une expérience qui, moi, m'intéresse pas, que j'ai jamais réitérée, mais que je comprends. Est-ce que tu as culpabilisé d'être le 11e? Est-ce qu'en toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que j'ai du mal déjà. En fait, j'ai vraiment profondément de la peine pour elle. Je trouve ça me rend vraiment triste. Je pense que peut-être que je le vois dans ton pour prisme. moi, ouais, dans mon prisme. Mais ça me fait tellement de peine de me dire qu'on peut passer sous 11 hommes en une soirée et aller dormir et être bien et être heureux dans sa vie et peut-être même avoir des enfants à côté. En fait, j'arrive pas à y croire. Je peux pas du tout y croire. J'ai payé 150 €. Donc, si tu multiplies par 10, ça fait 1500. Par 11, ça fait 1650 €. 1650 € en une nuit. Dans son cas. Encore une fois, tout dépend du système de valeur de chacun. C'est-à-dire à quoi tu accordes le plus d'importance. Moi, je suis ni attiré par l'argent dans ma vie et je ne sacralise pas forcément mon corps, mais je comprends qu'une personne pourrait, comme toi par exemple, sacraliser beaucoup plus son corps. Mais je comprends aussi qu'une personne pourrait accorder une telle importance à l'argent qu'elle serait capable de faire le sacrifice de cette sacralisation de son corps. Tu vois, je pense que chacun doit être heureux, chacun doit être à l'aise, chacun doit être stable, chacun doit être... et qu'on ne doit pas juger les choix d'autrui. Peut-être que c'est interprété comme un jugement. Moi, c'est surtout de la peine que je ressens pour elle parce que... C'est un jugement. Ouais, peut-être, oui, t'as raison, mais je le ressens plus en tant que femme, là, simplement. Ouais. Peut-être même en tant que future maman, j'en sais rien, mais de me dire, par exemple, que cette femme a une maman, a un papa, et puis surtout, peut-être que cette femme, ça a été son choix et qu'elle a préféré privilégier l'argent à son corps, j'en sais rien, à l'importance qu'elle octroie à son corps. Mais il y en a qui n'ont pas le choix. Et en fait, le fait de
trouvé ça quelque part au fur et à mesure du temps où on entend des femmes se prostituer. Et maintenant, c'est les travailleuses du sexe, on n'appelle plus ça des prostituées. Parce que ça regroupe quand même un éventail de taf plus large. Ouais. Mais en fait, il y a des femmes qui n'ont pas le choix de le faire et qui sont absolument pas heureuses quand l'acte est terminé. Il y a des femmes qui le font parce qu'elles sont en études et qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour payer leurs études. Et je trouve que de se dire c'est des travailleuses du sexe et c'est OK, limite, bientôt l'URSSAF va toquer à leur porte. Et en fait, ça devient un travail tout à fait logique. Il y a des gens qui vont consommer ça. Après, je trouve ça intéressant. Alors, je dis pas que tu as bien fait ou pas bien fait, mais je trouve ça intéressant que tu aies l'expérience de ça pour pouvoir aussi en parler carrément. Et je trouve ça, que c'est important de pouvoir en discuter. Pour certaines de ces femmes qui n'ont pas le choix d'être travailleuses du sexe, leur condition devient normale et quelque part, elles pourraient plus se plaindre, entre grands guillemets, puisque c'est un travail qu'elles ont choisi par défaut, par besoin d'argent. Et ça Après, quand tu gagnes 1650 € dans la nuit... Mais toutes ne gagnent pas 1650 €. Non, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est le choix, il va vite revenir. Tu vois, il va vite revenir. Et en général, la prostitution, alors dans un cadre légiféré, dans un cadre encadré, etc. En France, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que moi... Tu l'as pas fait en France. Et tu l'as pas fait en France, toi. Voilà, je trouve que les choses qui existent, on doit en prendre connaissance et on doit les encadrer. Et on ne fera pas disparaître la prostitution. De la même manière, on ne fera pas disparaître le trafic de drogue. Et les choses qui existent, les choses qui sont là, il faut les encadrer. Il faut mettre des lois autour. Il faut protéger les travailleurs. Sécuriser. Et je me suis d'ailleurs renseigné. C'est des gens qui sont testés régulièrement. Ils sont obligés de se faire tester. C'est des gens qui sont encadrés. C'est des gens qui ont un statut. C'est-à-dire que c'est des gens qui payent des impôts, qui participent à la société, etc. Moi, je trouve que dans ces conditions-là, c'était OK d'essayer. Je suis d'accord avec toi que c'est un domaine où il y a plein de dérives, mais n'y a-t-il pas des dérives dans tous les domaines, dans tous les business, dans toutes les activités ? Ouais. Non, mais t'as raison, dans ces conditions-là, en fait, quand c'est encadré, sécurisé... pourquoi pas, entre grands guillemets, pourquoi pas si effectivement, ils mettent de côté leur corps et elles disent, en fait, ça me permet d'acheter des sacs Chanel, j'en sais rien, grand bien leur face. Et d'ailleurs, beaucoup de celles dont tu parles, qui au départ font ça pour payer leurs études, arrêtent leurs études très rapidement, en se disant, mais pourquoi je fais des études pour gagner au bout de mes études 30 000 balles dans l'année, alors que je fais ça en une semaine dans mon travail aujourd'hui. Pouvoir très rapidement m'acheter un appart, et bon, c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus les séquelles qui restent après tout ça, parce que c'est un peu comme un footballeur, il est bon pendant la période où il est bon, et derrière, qu'est-ce que ça va laisser comme conséquence ? Alors oui, elles auront peut-être un appartement immense, des sacs et tout ça, mais est-ce que ça peut ne pas laisser des traumatismes beaucoup plus importants, des suicides, des choses comme ça ? Moi, ça m'inquiète plutôt pour le après, parce que ça m'inquiète pour le avant, quand quelque part peut-être qu'elles sont approchées et donc parce qu'il y a des proxénètes, il y en a beaucoup, ça existe en France. Ça existe d'ailleurs avec les plateformes aussi, c'est-à-dire qu'ils s'appellent managers, agents, et c'est des gens qui vont gérer la négociation des médias privés, des gens qui vont gérer la fréquence de poste, les postes, etc. Et au même titre qu'un manager d'un influenceur va lui commander, alors cette semaine, j'aurais besoin que tu me fasses une vidéo comme ça, un post comme ça, et que tu m'écrives un petit texte, machin. Et puis ça, je vais le vendre. Bon, c'est un proxénète, hein. Bien sûr. C'est un proxénète. Et il y a une vente du corps, puisque... Je veux dire, qu'elle soit physique, touchable ou pas, tactile ou pas, c'est quand même une vente de son corps à travers l'image, à travers la vidéo, etc. Donc oui, c'est du proxénétisme moderne. Carrément. Et moi, en fait, c'est vrai que le problème, c'est que c'est mal encadré peut-être aussi, comme tu le disais. Et en France, c'est un tabou. De toute façon, je trouve que c'est très hypocrite en France, le rapport qu'il y a à la prostitution, à la consommation de pornographie, etc. Ce qui fait d'ailleurs, je pense, ça participe à une insécurité effectivement sexuelle, que ce soit des viols, que ce soit de l'inceste, de la pédocriminalité. Je trouve ça, en fait, c'est des sujets qui sont liés. En fait, c'est
pour moi les conséquences de beaucoup de frustration chez certaines personnes. Bon, après, il y en a qui sont simplement malades mentaux. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Mais il y a beaucoup de frustration. Et en France, c'est le tabou et ça fait que des jeunes femmes se mettent en danger. Des jeunes femmes se mettent en danger aussi au niveau de leur santé avec des maladies sexuelles. Elles se mettent en danger sur plein de points avec des hommes qui sont parfois extrêmement dangereux. Et je trouve que ça lie aussi ce sujet-là, lie le sujet de Tinder et des rencontres. Moi, j'ai déjà été sur Tinder, je vais pas faire semblant. J'ai été une fois, je suis restée 1 an après avec la personne que j'avais rencontrée. J'arrive pas trop à savoir à quel point c'est bien Tinder, à quel point les réseaux de rencontres sont positifs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se rencontrent et qui sont ensemble depuis des années. Il y avait Mythique, même il y a des vieux maintenant qui se rencontrent comme ça, des cinquantenaires, etc. En fait, je trouve ça génial. Mais est-ce que c'est pas aussi en train de devenir un instrument d'une désacralisation, ou peut-être, mais c'est pas vraiment ça, mais d'un rapport déconstruit des rapports hommes-femmes, de se dire, on va construire quelque chose ensemble, de pas simplement consommer sans penser à ce qui pourrait être construit derrière, mais simplement de la consommation, de l'addiction, quoi, pure et dure. Encore une fois, comme on le disait juste avant, la jeune génération couche moins. Ouais. Voilà, la jeune génération couche moins. Pour moi, Tinder est un outil. Et on peut pas prêter à Tinder des intentions. On peut pas tu vois, c'est un outil qui facilite la rencontre et tout dépend comment on l'utilise. Tout dépend quelles sont les intentions des gens qui l'utilisent. Tu vois, t'en es l'exemple. T'as rencontré quelqu'un sur Tinder et t'es resté en couple pendant 1 an. Tout dépend ce que tu veux, tout dépend ce que tu recherches. Maintenant, c'est vrai que Tinder va créer une facilité qui va faire que, tu vois, toi, t'es allé sur Tinder une fois et puis boum, t'as rencontré un mec. Donc, dans ton couple, le jour où t'as une embrouille, tu vas te dire, lui, il va pas me casser les couilles trop longtemps parce que je peux vite retourner sur Tinder et je vais retrouver un autre mec. Plus maintenant. Il y a quand même une facilité de la rencontre. Mais... Mais la facilité de la rencontre, encore une fois, elle va être utile que selon tes intentions. Tu vois ? Et je pense pas qu'on peut dire Tinder, c'est mauvais, Tinder, c'est un impact terrible. Non, c'est comment l'humain va utiliser l'outil. Ouais. Et c'est valable pour plein d'outils. Tu parlais tout à l'heure de l'IA. C'est comment l'humain va utiliser l'outil. Et bien souvent, l'humain l'utilise mal. Oui, c'est ça. Et c'est le problème des sites de rencontres. Je pense que y a beaucoup de positifs. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu la culture du swipe qui me dérange. Déjà, ça s'arrête à un physique. Je trouve ça comme un petit peu pour les vêtements. Tu vois, c'est assez... c'est superficiel. Après, je dis pas que mais c'est le premier. Je veux dire, c'est le premier choix qui est superficiel. C'est le tri qui est superficiel. Ouais. Mais finalement, je parle tu personnellement. fais dans la rue. Oui. Personnellement, voilà, dans un bar. Je vais dans un bar, le premier à qui je vais aller parler. Et puis si la personne qui m'a plu physiquement ne me plaît pas, personnellement, son esprit me plaît pas, son humour me plaît pas, je vais dire que je vais aller ailleurs. Je vois pas trop ce que ça change. Et moi, je pense pas qu'il faut en avoir peur. Ça fait évoluer la séduction, ça fait évoluer la manière dont on consomme le sexe, ça fait évoluer la vision du couple, ça fait évoluer le champ des possibles aussi. Je veux dire, moi, je suis plutôt timide dans un club, dans un bar. J'ai pas le courage d'aller forcément aborder quelqu'un qui me plaît. Une fois que j'ai été matché sur une application de rencontre et que j'ai matché en retour sur une application de rencontre, je sais qu'on se rencontre et qu'on se plaît physiquement. C'est déjà un step. Et en plus de ça, on est amené à deux à pouvoir discuter dans un lieu qu'on a choisi. Dans un lieu où il n'y a pas forcément du bruit, du monde, il n'y a pas forcément le regard de jugement d'autres personnes, des amis, des copines, machin. Voilà. On ne sait plus d'un point de vue superficiel. Maintenant, on a l'occasion d'avoir une conversation et on a choisi où, on a choisi dans quel contexte. On a l'occasion d'avoir une interaction. Si on a envie d'aller danser, si on a envie... Mais on n'avait pas cette occasion avant pour quelqu'un de timide, pour quelqu'un... Et je pense que c'est un outil qui peut être utilisé pour trouver l'amour, qui peut être utilisé pour avoir des relations sexuelles. Mais, une fois de plus, avec l'outil, va une manière différente de se comporter et donc un apprentissage
Parce que faut se méfier aussi. Tu rencontres quelqu'un que tu connais pas. Une petite conclusion. Je voulais en une ou deux phrases que vous donniez chacun un conseil à un jeune aujourd'hui. Connais l'autre, tout simplement. Apprends à connaître l'autre et t'en auras plus peur. Et peu importe la différence. Je veux dire que les différences existent, on est tous différents. Connais l'autre monde, connais l'autre personne, connais l'autre. J'ai trouvé que c'était un échange très intéressant qui avait tendance à partir un peu dans tous les sens parce que tout est interconnecté, tout est lié et on a envie de faire énormément de digressions, etc. Et puis j'ai trouvé aussi que cet échange il permettait de mettre en lumière pas mal d'incohérences dans son discours, dans le sens où il y a plein de choses qui vont pas ensemble, quoi. On veut éduquer, mais on veut pas éduquer. On veut considérer des gens comme malades, mais on veut pas les soigner gratuitement. Il y avait plein d'exemples comme ça où c'était assez facile de mettre la lumière sur pas mal d'incohérences qui vont avec finalement, à mon sens, un petit manque de tolérance, quoi. Je pense que je suis assez d'accord sur ce conseil-là, d'apprendre à connaître, d'avoir de la curiosité. Je vais te présenter des trans. Oui, en vrai, mais carrément. Pas à titre personnel, mais rien que pour mon travail, c'est trop intéressant en fait. Pourquoi pas à titre personnel? Parce que je veux pas de. Non, mais je veux pas de personnes. En fait, on sera pas amis parce que je sais pertinemment qu'on partagera pas les mêmes valeurs. Et c'est fou de dire on sera pas amis avant d'avoir rencontré. Parce qu'en fait, j'ai perdu suffisamment de personnes. Je viens de donner un conseil, t'es pas du tout d'accord avec moi. Non, mais. En fait, j'ai vécu tellement de séparations amicales ces dernières années à cause de mon travail, à cause de mes idées. Et je l'assume complètement, mais ça a impliqué que j'ai perdu beaucoup de personnes. Et parmi ces personnes-là, il y avait de tout. Alors, il n'y avait pas de trans, mais il y avait de tout bord. Il y avait tout bord politique, tout bord aussi sexuel. Et j'ai pas envie, rien que pour ne pas me faire de mal. Il est jamais trop tard. Non, je ne veux pas me faire de mal en faisant... Tu te dirais que t'as perdu toutes ces personnes pour rien. Non, pas du tout. Bah, c'est eux qui sont partis. C'est pas moi qui les ai renvoyés. Hein. Oui. J'aurais adoré les garder dans ma vie. Parce que, je veux dire, c'est tes opinions. Oui, mais qui les ont fait partir. Comme là aujourd'hui, on est dans un débat. J'aurais rêvé avoir ce débat avec des copains. Et sans pour autant s'imposer de « je veux que tu penses comme ça ». Et si tu penses pas comme ça, t'es hors de ma vie. C'est eux qui l'ont fait avec moi. Ouais. Et moi, j'aurais jamais imposé de voter pour quiconque. Je leur ai jamais dit ah bah tu couches avec tant de personnes. Pas du tout. Tu serais resté ami avec eux. Bah bien sûr que oui. J'ai pensé de cet échange que c'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir de débattre. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un qui pensait différemment de moi, mais qui acceptait de discuter et d'entendre mes paroles, me remettre en question aussi. Je sors de ce débat en ayant aussi des anecdotes quelque part à avoir en plus, des choses qui me confortent dans ce que je pense, notamment en termes de valeurs, de la sacralisation du corps. Pour moi, ça reste inchangé. L'éducation, on n'est pas d'accord pour le coup, et c'est vrai que j'ai 24 ans, j'ai pas encore d'enfant, lui en a 37, il en a pas non plus, et il a une façon de consommer qui n'est pas la mienne. Mais je trouve ça justement très intéressant. On a abordé plusieurs questions complètement différentes. Faut savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord en fait. Faut savoir débattre. Simplement, en fait, je pense que le seul conseil que je donnerais, c'est ce que le Crayon fait, c'est de faire se rencontrer des personnes différentes, de ne pas forcément repartir d'accord, et c'est tout à fait normal, mais d'accepter, de ne pas être d'accord, de pas voter pour la même personne, mais sans avoir le conseil, c'est regarder le Crayon et abonnez-vous. Le Crayon, abonnez-vous, n'hésitez pas à souscrire, etc. Bien sûr. Non, je suis aussi d'accord avec ce conseil. Pour moi, ça fait partie de connaître l'autre, ça fait partie d'être curieux et de savoir ce qui existe et de pas se laisser extrémiser par les algorithmes et de se laisser isoler dans ton opinion, dans ta zone de confort, mais justement de connaître les opinions qui existent, de connaître les identités qui existent et de connaître. Et après, on s'en fait la vie qu'on veut. Voilà. Tout dans le respect. Exactement. On est d'accord. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, merci d'être resté jusqu'au bout. Avant qu'on se quitte, je voulais vous poser une question. Est-ce que selon vous, vous avez reçu une éducation à la sexualité suffisante? Sur cette chaîne, on vous publie une vidéo toutes les semaines, et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet complètement différent. On va parler de culture, d'Ukraine, de conflits mondiaux, avec Michel Hazanavicius. D'ici là, pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sortira. Portez-vous bien, salut.